Bonjour à tous, je suis Gaëlle, alias Knit Spirit, et aujourd'hui je vous retrouve pour un 15e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Ok, on commence par les projets terminés. Il n'y en a qu'un seul. Les projets terminés, il n'y en a qu'un seul. Mais c'est un projet de saison, puisque ce sont des chaussettes de saison, mais en fait c'est la Knit Crate du mois d'août, alors un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Si vous suivez le blog, vous avez déjà eu toutes les infos sur ces chaussettes qui sont les Cascade Socks. Un modèle que j'ai trouvé très sympa à tricoter, le fil est d'une douceur, mais un truc de fou. Pour rien vous cacher, en fait je les porte aujourd'hui, du coup je les ai enlevés pour vous les montrer. C'est génial, enfin, franchement hyper agréable. Et à tricoter, en fait j'ai bien aimé le motif de la torsade. Alors ça paraît être des torsades un peu classiques et en fait pas du tout, parce que le point qu'on a ici dans les milieux à chaque fois, vous voyez que ça s'espace. En fait c'est une torsade qui est sur 6 mailles, mais en fait par groupe de 2. Donc comme si on tressait un peu l'ouvrage. Au début j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il fallait faire, parce qu'en fait vous passez 4 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Et en fait, au lieu de tricoter les 2 premières puis les 2 suivantes, en fait vous tricotez d'abord les dernières, puis les 2 qui étaient juste avant. Ça paraît pas hyper clair, mais dans le patron c'est très très bien écrit. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Si vous avez fait attention, j'ai pas fait un talon après coup. Truc de ouf. Genre ça m'était pas arrivé depuis que j'ai fait les vidéos tutoriels pour vous expliquer comment on tricote un talon renforcé. Parce que en fait c'est vrai que d'habitude j'ai tendance à modifier le talon, hein, vous avez l'habitude si vous me suivez depuis longtemps. Et là, vu qu'il y avait ce motif, en fait, le motif se fond, devient petit à petit, il disparaît pour former une pointe. Et vu que c'était fait ça en même temps que le talon, il y a un moment donné où j'ai eu comme un doute et où je me suis dit que peut-être avec un talon après coup, ça ferait pas si joli que le rendu qu'il y avait sur la photo du patron. Donc du coup, j'ai décidé de respecter le patron à la lettre et de faire un talon renforcé. Enfin, talon renforcé qui est pas si renforcé parce qu'en fait c'est juste du jersey. Ils ont même pas fait un point de lin ou quelque chose comme ça pour renforcer, ce qui est peut-être dommage parce que vous voyez je les ai juste portés une fois aujourd'hui et ça, bon alors je les mets dans des docks hein, mais ça commence à vaguement faire des petites peluches. J'espère que le fil s'abîmera pas trop, ce serait dommage parce qu'il est vraiment très très agréable à porter, très très doux, mais j'espère qu'il est pas trop fragile quoi. Sinon je vais regretter de ne pas avoir au moins modifié cette partie là pour faire un talon en point de lin. Mais bon, tant pis, on verra. Mais très 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 joli modèle, très sympa. La seule modif, parce qu'il fallait bien que j'en fasse une, c'est qu'en fait le nombre de mailles qui a été indiqué pour les différentes tailles, en fait j'étais entre 2 tailles. Donc du coup j'ai dû monter plus de mailles et j'ai un peu adapté, mais vu que le motif, vous voyez, il est vraiment de façon symétrique sur chaque côté, j'ai rajouté de part et d'autre. En respectant les côtés, franchement il n'y avait aucun problème. Donc voilà, c'est mon seul projet terminé, mais que je peux enfin porter. Pour les encours, je suis redevenue mono-projet, c'est-à-dire que le fameux pull Cozy Hobby pour mon mari, Hubby pardon, pas Hobby, aucun rapport, est mon seul projet en cours. Alors, vous pourriez dire, truc de ouf, tu l'as terminé. Alors non, déjà il y a un col à rajouter ici. Ce que je considère vraiment comme terminé, c'est la fin du corps où j'ai rabattu les mailles d'une façon qui me convienne et la taille du corps convient à monsieur et à moi. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une petite vidéo tutoriel pour ce rabattage. Il n'est pas spécialement élastique, mais pour le corps d'un pull qui est pas trop près du corps, et c'est tout à fait adapté et je trouve que le rendu est très très propre. Et donc ça c'est bon. Par contre, les manches que je croyais avoir terminées, comment vous dire que ce rendu là, ça ne me convient pas du tout et en fait ça me bouffait la vie depuis que je les avais finies parce que naturellement j'ai fait les 2 pour me dire que ça n'allait pas. J'aurais pu sur la deuxième faire un truc mieux, mais ça aurait été beaucoup trop facile. Alors je suis assez ennuyée parce qu'en fait c'est un rabattage que j'adore, c'est la méthode le Stretchy, Surprisingly Stretchy Bind Off de Jenny là, je sais pas, bref, vous remettez les mots dans l'ordre mais vous connaissez le truc, je vous remettrai éventuellement la vidéo en lien dans la description. Ce rabattage je le fais tout le temps, que ce soit pour mes chaussettes, pour le pull que j'avais fait pour mon père en début d'année,
je le fais tout le temps et il rend super bien. Et là, alors je pense que c'est dû au fait que j'utilise ce fil là, le Arwetta classique. Alors c'est pas la faute du fil, attention. Il est assez fin. Et les aiguilles que j'ai prises, elles sont plus grosses. Donc c'était tout à fait volontaire parce que c'était pour avoir, enfin vous voyez sur le jersey du pull, ça fait très bien. Ça fait quelque chose qui est assez souple. Mais en fait, quand on rabat, je pense que j'aurais dû prendre un numéro d'aiguille plus petit parce que du coup, ça fait des grosses mailles et ça fait pas joli du tout. Donc ça, c'est le premier problème. Et il y a un deuxième problème où alors avec monsieur, on n'a rien compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il essaye le pull, j'irai pas dire tous les 3 cm à chaque fois que je fais un truc, mais c'est presque ça, parce que c'est vraiment le pull sur mesure. On veut qu'il lui aille parfaitement, enfin quitte à faire un truc soi-même, autant que ce soit le mieux possible. La taille des manches, on l'a choisi ensemble, il a essayé le pull, on a dit bon il reste temps, à chaque étape on a vérifié. Et là, une fois que j'avais presque fini les côtes pour le corps, il réessaye le pull, et là on fait genre il manque ça sur les manches. On n'a rien compris, je n'ai pas lavé ce pull, j'ai rien fait. Franchement, mon mec n'a pas grandi des bras dans une nuit. On ne sait pas ce qui se passe. Donc du coup, moi qui pensais juste défaire le rabattage et le refaire, en fait, il faut que je refasse ça de jersey sur les manches. Donc je vais devoir défaire tout ça sur les 2 manches, sachant que cette partie en côte, enfin c'est pas des vraies côtes, c'est tricoté en double. C'est déjà hyper long à faire. Donc comment vous dire que je suis pas rendue. Bon, en même temps, c'est pas grave parce que moi ce que je veux c'est qu'il ait le pull qui lui convienne le mieux au monde et que genre il le porte tout le temps. Hein. Donc bah, va falloir faire ça. Et après le col, donc ici il me reste le col à faire et le col c'est une sorte, c'est pas un col roulé mais c'est un gros col qui monte et qui est aussi tricoté en double. Donc autant vous dire que je suis pas rendue et que même si on a l'impression que oui c'est bientôt fini, ce qui est pas faux, hein, j'ai jamais été aussi près de la fin, on n'est pas fini quoi. Donc voilà, donc je ne garantis pas de rester monoprojet parce que peut-être qu'il y a un moment donné où j'en aurai marre et que je vais peut-être commencer un autre projet que je vous montrerai après en parallèle, même si j'ai vraiment envie de le finir vite parce qu'en plus il commence à faire un peu plus frais donc il va bientôt pouvoir le porter, mais bon, hein, voilà. Donc c'est un peu mon petit projet boulet à moi, voilà, j'en avais pas eu depuis des années, je pense que c'était le moment d'en avoir un. Pour les projets à venir, en fait je vais faire un mix projet à venir contenu de ma box knit crate du mois de septembre. Des derniers jours de mois, comment dire que les chaussettes ne seront jamais faites pour le mois de septembre, mais c'est pas grave. La box de ce mois-ci, du coup, elle contenait un très joli écheveau. Là, autant le mois d'avant, je vous avoue que la couleur, j'avais été un petit peu déçue, je vous l'avais déjà dit. Autant là, mais je suis tellement fan des couleurs. Plus c'est l'automne, enfin je trouve que ça va tout à fait dans les tons. Bizarrement, je pense pas que c'est forcément quelque chose que j'aurais choisi en allant chercher du fil en magasin. Mais quand j'ai ouvert la boîte, j'ai trouvé ça genre hyper beau. Donc je suis très fan. La marque c'est Critical Ship. Alors j'aime beaucoup parce que je pense que vous ne le savez pas, mais il y a une époque où je faisais du jeu de rôle. Et du coup le logo, bah, c'est des qu'on utilise au jeu de rôle. Du coup ça m'a beaucoup fait sourire. Et quand on renverse le logo, ça fait la tête à Mickey. De Mickey, pardon. Donc c'est assez marrant. C'est donc de la superwash mélangée à du nylon, puisque c'est du fil à chaussette. 450 yards pour 100 grammes. Et quoi? Ah oui, non. J'ai eu hyper peur. Je croyais que les aiguilles c'était entre 0 et 2,5 et je me suis dit, mais taille 0 ça n'existe pas, hein, ça veut dire qu'on n'a pas d'aiguille. Non, en fait, c'est taille US, c'est 0, ce qui correspond à du 2,5 mm. Si je ne me trompe pas, en tout cas, c'est ce qui est écrit là. Et ça se lave en machine à froid, mais c'est super. Donc voilà, du coup, c'est le coloris exclusif de la box de septembre. Le patron qui va avec, c'est Falling Petals. Ça tombe bien, c'est l'automne. Qui ressemble à ça. Alors, la photo est très foncée sur le petit livret. Je ne sais pas si vous verrez hyper bien à l'écran. En tous les cas, je vous mettrai le lien parce que c'est un patron que vous pouvez télécharger sur Ravelry. Donc autant le fil, vous ne retrouvez jamais le même coloris dans la boutique j'ai déjà oublié le nom, de Critical Ship. Autant le patron, vous pouvez l'acheter tout à fait sans problème sur Ravelry. Je suis très fan du rendu de ces chaussettes, donc j'ai très hâte de les tricoter. Et j'espère que le rendu sera à la hauteur parce que vous voyez, enfin,
là ça fait très marron, moi j'ai un peu de vert dedans et de marron. J'espère que ça permettra quand même au motif de bien ressortir, parce que j'ai toujours un peu peur quand les laines elles sont pas unies, quand on a un motif dessus, il y a des fois la laine écrase le motif. Et du coup c'est un peu dommage parce que du coup on s'embête à faire quelque chose et puis au final on ne voit pas grand chose. Donc on verra, mais j'ai vraiment hâte de tricoter ça. Alors après, donc moi j'ai la box où il y a le goodies dedans. Là je vous avoue que le goodies c'est ça. Ce sont des fluos. Bien. Le rapport avec le tricot. Peut-être pour fluoter les grilles de jacquard. Ou de dentelle, mais honnêtement, là je vous avoue, c'est la première fois, enfin non c'est pas la première fois parce que la fois où il y avait des post-it j'avais pas trouvé ça fabuleux, mais là franchement je vois pas l'intérêt quoi, enfin honnêtement, du coup je ne vous cache pas que, donc, si vous débarquez et que vous savez pas, je suis ambassadrice de Knit Crate, donc les box je les reçois gratuitement. J'adore le concept, hein, c'est pas du tout le problème, je suis hyper contente de tricoter les chaussettes tous les mois et tout ça. Enfin, par contre, si c'était moi qui devais payer le truc, je pense que je prendrais la box sans les goodies parce que là ça fait... Enfin, autant il y a des fois je me dis oui c'est vrai que c'est utile, autant là, entre les post-it, c'était 2 fois avant et là ce truc là, je vois pas l'intérêt. Donc après, chacun ses goûts, hein, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé ça fabuleux d'avoir une fleur à fluo, mais moi, non. Du coup, on passe à la partie FAQ. Alors... La première question c'est coucou, as-tu un livre tricot comme une bible à nous conseiller pour y trouver tous les points que tu nous proposes? Alors j'ai pas une bible, j'ai plusieurs choses que je consulte, par contre il n'y a pas forcément tous les points que je vous propose parce qu'il y a des points que je découvre, surtout des techniques que je découvre en utilisant des patrons, donc qui sont pas forcément les ouvrages que je vais vous montrer. Mes 2 premiers ouvrages, ils sont très très vieux, c'est-à-dire que ça, c'est ma grand-mère qui me l'avait donné quand elle m'a appris... Enfin, alors, pas quand elle m'a appris le tricot au tout début, parce qu'au début j'avais 6 ans et donc elle m'a pas donné de livre pour aller avec. Mais quand j'ai repris le tricot, genre il y a 17 ans, 10 ans, ou je sais pas quoi, enfin bref, il y a longtemps, elle avait son tête ouvrage en double et du coup elle m'a donné sa version qui est un peu flinguée, mais bon, en tous les cas qui est quand même très pratique. Donc vous voyez, c'est un vieux truc, mais il a plein de points dedans. Bon, les photos, elles sont... voilà, c'est l'époque, hein, j'ai regardé, ça date de 1977, hein, le livre, donc bon, hein, on peut pas leur en vouloir, c'était comme ça que c'était designé à l'époque. Mais en tous les cas, c'est super pratique. Enfin, franchement, au début, maintenant, j'avoue, je l'ouvre moins parce que j'ai plutôt le réflexe d'aller regarder sur Google quand je cherche quelque chose. Mais c'est vrai qu'au début, il m'a énormément servi pour... Et en fait, non, je vous dis des bêtises, parce qu'en fait, il me sert encore quand je cherche à créer un patron et que je cherche des idées de points qui pourraient aller sur quelque chose. Alors, je les reprends pas forcément tel quel dans mes patrons, mais ça me donne des idées en fait pour construire quelque chose. Et il est plutôt sympa. Donc j'ai cette version-là en version Destroy. Et j'avais une arrière-grand-tante qui elle était beaucoup plus soigneuse de ses affaires. Donc elle a recouvert le sien. Alors ce qui est assez ouf, c'est que dedans, il y a des ouvrages qu'elle a écrits genre elle-même à la main. Et j'ai même un truc tapé à la machine à écrire. Truc de fou. Ouais, je les ai jamais testés ces trucs là. Faudrait peut-être qu'un jour je m'y penche, mais ça j'ai jamais regardé. Pour vous montrer, l'ouvrage c'est ça. Donc en fait c'est toujours, vous voyez c'est très similaire en fait. Hein. Bon, il y en a un qui a 1100 points, l'autre il en a que 800, mais c'est un peu le même type de truc. Et honnêtement, ces 2 ouvrages, si vous avez l'occasion de les trouver genre sur le Bon Coin ou sur un vide-grenier ou je sais pas quoi, ils sont vraiment très bien faits. Parce qu'en fait, il y a le tricot, mais il y a aussi une partie crochet. Et donc, vous voyez, c'est pareil, hein, il y a les montage tricoté, le montage pas tricoté, il y a comment rabattre les mailles, il y a vraiment toutes les bases. Après, c'est vrai que c'est assez sommaire, quoi. Il y a 3 photos pour faire un truc, c'est pas forcément évident. Mais moi je sais qu'au début quand j'ai repris le tricot il y a quelques années déjà, j'étais bien contente de trouver ces livres là parce qu'à l'époque il n'y avait pas grand chose sur internet et du coup c'était plutôt cool. Et voilà, donc je pense que ça fait partie des choses à avoir dans sa bibliothèque tricot. Et après, l'autre truc trop génial, alors ça il m'a été offert par mon éditeur. À
l'époque où j'ai écrit des livres, pour ceux qui ne le sauraient pas. Fabuleux bouquin, l'éditeur a mis la clé sous la porte, donc les livres ne se trouvent plus, mais ils ont eu le mérite d'exister un jour. Et en fait, il m'avait offert ça, donc là j'ai que la version en point de tricot. Comme une idiote, il m'avait aussi offert celle au crochet, et à l'époque je faisais pas de crochet, du coup je l'avais donné à une copine. Bon, je regrette pas de lui avoir donné parce que je pense que ça lui fait très plaisir, c'est pas le problème. Mais du coup, je regrette un peu parce que finalement, maintenant que je fais du crochet, il aurait pu m'être utile, mais bon, c'est pas très grave. J'ai d'autres choses pour le crochet. Et en fait, c'est sous forme de fiche. Tac. Donc, on a une belle photo du point. Alors, oui, c'est en anglais, hein, évidemment, si vous n'aviez pas fait attention sur la couverture, c'est en anglais. Donc, on a une belle photo du point où on voit vraiment bien le rendu. Et derrière, tac, on a les explications. Et à chaque fois, dans les explications, vous avez les explications qui sont rédigées et le diagramme qui correspond. Donc je trouve ça hyper pratique quand on débute pour bien faire l'association entre ce qui est écrit et comment c'est représenté dans un diagramme. Alors naturellement, c'est diagramme à l'américaine, mais enfin, moi je trouve ça vraiment super. Et à chaque fois, dans le coin en haut à gauche, ça précise les techniques qui sont utilisées. Donc là, c'est juste maillon droit, maillon vert. Mais si on en prend d'autres... Oups, monsieur il zoom, alors je vais pas... C'est bon. Si on en prend d'autres, il y en a où, par exemple, bah voilà, c'est la série des... Comment... Cables. J'ai un truc. Torsade. Irons, je sais pas du tout par contre comment ça se traduit en français. Mais voilà, enfin, vous avez à chaque fois, il y a une partie avec la dentelle, enfin, c'est vraiment super. Et là, vous voyez, hop, c'est nettement plus compliqué le diagramme derrière. Mais ça, c'est une vraie source d'inspiration quand je cherche quelque chose pour faire un patron ou pour bricoler un truc dans mon coin, pas forcément pour publier un patron. Mais c'est vraiment, enfin, je le trouve très très bien. Et c'est surtout le fait qu'il y ait ces grandes photos de points. Je trouve que, contrairement aux autres ouvrages que je vous ai montrés, il y a suffisamment de grandeur d'ouvrage, on va dire, pour bien se rendre compte de ce que rend le point si vous le faites sur une grosse surface, quoi. Donc voilà. Et tant que j'étais à vous montrer les livres, je me suis dit que j'ai retrouvé quelque chose que j'allais vous montrer. C'est le livre qui m'a servi à tricoter mes premières chaussettes. Parce qu'il faut savoir que les chaussettes, c'est pas du tout ma grand-mère qui m'a appris à tricoter ça, contrairement à tout le reste. C'est moi toute seule avec un bouquin qu'elle m'a filé. Je dis, il y a ce truc, des chaussettes, 4 aiguilles, j'essaye. Pour tout vous dire, quand j'ai montré à ma grand-mère que j'étais en train d'essayer de tricoter des chaussettes, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu tricotes des chaussettes? Et quand des chaussettes, ça s'achète, tu t'embêtes pas à les tricoter. Alors que ma grand-mère était une grosse fanat de tricot et qu'elle tricotait mais des tonnes et des tonnes d'ouvrages. Donc j'étais là, ok, c'est pas grave, moi j'ai envie de comprendre parce que j'adore les techniques, donc j'avais envie de comprendre comment tricoter les chaussettes. Et donc l'ouvrage c'est celui-là, hein. Donc c'est pareil, ça date un peu, hein. Et le patron c'était ça, chaussettes sur 4 aiguilles, donc c'est le patron de cette page là, voilà. Donc du coup c'était des chaussettes avec un talon renforcé. Et pour l'anecdote, en fait j'en ai fait qu'une, j'ai jamais fait la deuxième, mais j'avais compris comment ça se tricotait. Après le souci c'est que j'avais pris un fil qui était quand même assez épais, du coup ça avait des chaussettes qui tenaient hyper chaud, donc du coup j'ai pas tricoté la deuxième parce que je savais que je les mettrais pas. Mais voilà, du coup c'était pour l'anecdote de mes premières paires de chaussettes. Voilà. La question suivante c'est: bonjour, comment faut-il faire pour être testeur, testeuse? Alors, comment faut faire? En général, si vous êtes sur Ravelry, dans les groupes, les personnes qui... Il y a un groupe, je crois, d'ailleurs dans Ravelry, qui est dédié aux personnes qui recherchent des gens pour tester leur patron. Donc ça, c'est une première option, c'est de s'inscrire dans ce groupe-là. Après, il faut savoir que si vous vous inscrivez dans ce groupe-là, il faut maîtriser l'anglais parce que je pense que la grande majorité des patrons, enfin des gens qui recherchent des personnes pour tester leur patron dans ce groupe-là sont anglophones. Et du coup, les patrons sont en anglais et il faut maîtriser l'anglais. Après, il y a l'autre option pour ceux qui veulent tester les patrons en français. C'est bien souvent de suivre les personnes qui écrivent, donc les designers. Parce que souvent, si vous les suivez sur Instagram, Facebook et compagnie, quand ils cherchent des gens pour tester les patrons, ils mettent un message sur leurs réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, il suffit en général de leur envoyer un mail pour leur proposer vos services. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
c'est quand même mieux de savoir bien tricoter l'ouvrage qu'on va vous demander de tester. Parce que le but, c'est pas d'apprendre la technique quand vous allez tester l'ouvrage. C'est bien d'avoir un retour de personnes novices, parce qu'effectivement, ça permet de savoir si on a bien écrit son patron ou pas. Mais généralement, il y a des délais à respecter, et si vous n'avez jamais utilisé les techniques, vous risquez de mettre un temps infini, et dans ce cas-là, vous ne pourrez pas répondre à la personne qui demande un test dans les temps, et du coup, ça ne lui sert à rien. Donc voilà, après, c'est en général les personnes qui demandent, enfin qui cherchent des testeurs, elles précisent, elles ont une liste entre guillemets d'exigences en vous disant voilà, j'ai un délai très court, qu'est-ce qu'il faut absolument savoir, qu'est-ce qu'il faut absolument avoir aussi en stock, parce que si on vous dit faut tester pour faire un pull et que la qualité de fil c'est ci, ça, et que vous avez décidé de commander le fil et que le fil il met 3 semaines à arriver alors qu'il fallait rendre l'ouvrage pendant 3 semaines, enfin pas votre ouvrage à rendre mais au moins vos remarques sur l'ouvrage à rendre pendant 3 semaines, ça marche pas non plus. Donc il y a quand même 2-3 prérequis à avoir. Après c'est très variable d'une personne à l'autre, et ce qu'il ne faut pas hésiter à faire c'est d'écrire à la personne et de lui dire voilà, enfin d'être franche, lui dire voilà, moi en gros j'ai 10 critères, j'en corresponds à 8, est-ce que ça peut marcher quand même? La personne vous dira oui, non, puis après il y a le risque si elle a une tonne de gens qui se proposent et que tous les autres gens ils correspondent aux 10 critères, qu'elle vous dise non quoi. Mais voilà, après c'est pas, je pense que c'est à peu près ce qu'il faut pour pouvoir tester les patrons. D'ailleurs si vous êtes designer ou si vous avez déjà testé les patrons et que vous pensez que ce que je raconte c'est n'importe quoi, ou si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, parce que comme ça permettra d'enrichir le sujet. Mais honnêtement, moi de mon point de vue de personne ayant déjà cherché des testeurs, c'est juste ça. Après l'autre truc, pour avoir discuté avec des gens qui cherchent aussi des testeurs et qui en utilisent entre guillemets, ce qu'on aime bien c'est que les personnes elles soient vraiment engagées. C'est-à-dire que quand on s'engage à rendre son patron pour dans 1 mois et demi, on le fasse. Et que si jamais on se rend compte qu'on ne peut pas le faire, parce que ça arrive, la vie elle est faite de plein d'aléas et malheureusement on peut se retrouver, alors qu'on était persuadé de pouvoir le faire, se retrouver en galère parce que n'importe quelle raison. Et juste prévenir en fait. Parce que pour l'anecdote, moi sur les 2 derniers patrons que j'ai fait tester, je pense qu'il y a au moins un quart des gens qui un jour ne m'ont plus donné de nouvelles. C'est genre on récupère le patron gratos, merci au revoir, et on vous dit rien. C'est pas le but, hein. Enfin, je veux dire, surtout que là les patrons que j'ai demandé à tester c'était des trucs caritatifs, donc moi je me fais pas de trucs dessus, je trouve ça un peu malhonnête comme fonctionnement. Mais bon, après pour avoir discuté avec d'autres gens, d'autres designers, ça leur arrive régulièrement aussi. Donc a priori il y a un pourcentage de personnes qui sont là juste pour récupérer des patrons. Mais voilà. Alors, la question d'après. En ce qui concerne le tricot de chaussettes, quelle taille d'aiguille prends-tu? Celle préconisée par la laine? Point d'interrogation. Je demande ça parce que je suis le podcast de Yarn Flakes, qui pour chaque paire de chaussettes tricotées précise si elle est en 2,5 ou 2,25 et qu'a priori ça aurait une incidence sur le rendu de la chaussette, entre parenthèses densité. Oui, évidemment, mais c'est comme pour tous les ouvrages en fait, la taille des aiguilles en fonction du fil que vous utilisez, ça a une incidence sur le rendu de l'ouvrage. C'est-à-dire, pour reprendre les bases, si vous avez un fil qui se tricote avec des grosses aiguilles, vous pouvez faire le choix d'utiliser des aiguilles un peu plus grosses pour avoir quelque chose qui soit souple, ou vous pouvez faire le choix de prendre des aiguilles plus petites qui font que vous allez avoir un ouvrage qui sera beaucoup plus serré et du coup beaucoup moins souple. Donc après ça marche pour tous les ouvrages, c'est-à-dire que si on prend des chaussettes, moi je regarde toujours le numéro d'aiguille qui est préconisé, et en général il s'avère que c'est entre 2,25, 2,5, 2,75. Sachant que moi je tricote très serré, je vois aussi, j'hésite pas à ajouter du coup des mailles en fonction de ce qui est préconisé sur le patron, si je vois que le nombre de mailles n'ira pas. Ce que je vous ai déjà dit d'ailleurs pour les chaussettes que j'ai fini ce mois-ci. Mais je regarde toujours le numéro d'aiguille précisé. Et si on prend un autre exemple pour les couvertures, je crois que je vous l'avais déjà dit d'ailleurs à chaque fois que je vous ai présenté des couvertures, je prends systématiquement un demi-numéro au-dessus de ce qui est indiqué sur le fil, parce que je veux que ma couverture elle soit suffisamment souple. Donc après voilà, c'est un choix. Mais sachez que si vous vous amusez à prendre des aiguilles,
Je vous dis ça parce que je suis allée voir une copine cette semaine et elle m'a fait exactement ce cas-là. Donc je m'en sers pour illustrer mes propos. Elle veut tricoter un pull. Elle pensait avoir trouvé la laine équivalente. Bon, on en a déduit après discussion qu'elle a dû se planter dans les références du fil qu'elle a demandé. Parce qu'en fait, le fil est hyper gros. Et du coup, quand elle a fait Enfin, elle a pas fait d'échantillon, elle a juste commencé tout de suite à tricoter le pull. Et là, elle s'est rendue compte que genre, au lieu d'avoir ça, elle avait ça sur de taille pour... Normalement, c'était juste le devant. Là, je pense qu'elle était en train de tricoter et le devant et le derrière en même temps, tellement c'était large. Et elle me dit, bah ça allait pas avec les aiguilles recommandées par la laine. Du coup, pour avoir un truc qui tombe bien, genre elle a divisé par 2. C'était genre, au lieu de... Ouais, je crois que c'était genre 8, un truc comme ça. Et elle a dû prendre 4 ou 3,5, enfin un truc de fou quoi. Enfin, la division, elle était énorme. Et elle me dit, là par contre, ça tombe bien. Et là, elle me tend son ouvrage. Je dis, mais attends, t'as vu la densité du truc? C'est-à-dire que quand tu vas mettre ton pull, ça va être une cotte de maille quoi. Et effectivement, oui, si elle avait fait un échantillon, elle aurait eu le nombre de rangs et le nombre de mailles qui convenaient. Mais sauf que bah, c'était pas mettable quoi. Donc honnêtement, c'est valable pour tous les ouvrages en fonction du rendu que vous voulez. Si vous descendez beaucoup trop le numéro d'aiguille par rapport à ce qui est indiqué sur votre étiquette de fil, bah, vous allez avoir un truc qui se tient comme ça. Alors ça peut être un choix parce que par exemple, pour les amigurumi typiquement, donc là on est en crochet, si on veut quelque chose qui se tienne comme il faut et que la ouate qui est à l'intérieur elle se sauve pas par les trous, on va avoir tendance à justement prendre un crochet plus petit par rapport au fil, enfin à ce qui est indiqué sur l'étiquette de notre fil. Mais si on veut faire un truc souple, genre des chaussettes typiquement, il faut que le pied il passe comme il faut dedans, qu'on soit à l'aise, juste faites pas ça, parce que sinon ça va être la catastrophe. Donc là on me demandait mon avis sur les différents types d'aiguilles pour tricoter des chaussettes. Alors, j'ai ramené tous les types d'aiguilles que j'ai dans mes tiroirs. Bon, si vous me connaissez déjà, vous savez que moi c'est genre Magic Loop Forever. Hein, ça, je pense que je ne vous apprendrai rien. Si vous ne me connaissez pas, ben maintenant vous savez. Hein. Je suis une inconditionnelle du Magic Loop. Je sais que certaines personnes détestent le Magic Loop, je ne citerai pas de nom, mais je le connais. Après, franchement, il n'y a pas de meilleure technique qu'une autre, il y a juste la technique qui vous convient. Ça, je pense que c'est la base. Donc, je vais vous donner mon avis très personnel sur le sujet. Et d'ailleurs, je vous invite en commentaire à me donner le vôtre parce que je trouve ça toujours très intéressant. C'est comme ça qu'on évolue. Alors, on commence par quoi? Avec les doubles pointes. Donc, les doubles pointes, c'est ça. Tac. Je vous remettrai du coup en commentaire parce que j'avais fait des vidéos pour apprendre à tricoter les chaussettes où j'ai utilisé tous ces types d'aiguilles. Les doubles pointes, c'est comme je vous l'ai dit dans une des questions précédentes, c'est ce avec quoi j'ai commencé à tricoter les chaussettes, puisque ma grand-mère n'avait que ça dans son... Même si elle l'utilisait pas pour faire des chaussettes, elle avait que ce type d'aiguille dans ses affaires. Et moi à l'époque, je connaissais pas les aiguilles circulaires, donc j'avais utilisé ça. Ça m'avait pas... J'avais pas détesté, mais j'avais pas trouvé ça folichon. Et d'ailleurs pendant très longtemps, j'ai tricoté du coup avec des doubles pointes. Jusqu'au jour où j'ai découvert, mes amis, les circulaires. Donc ce sont des 80. Moi je tricote avec des 80. Et où j'ai découvert le Magic Loop et ça a été le coup de foudre en fait. Non, j'exagère à peine, mais non, du coup depuis je ne tricote que Magic Loop. Avec des 80. Celles que j'utilise ce sont des Yaya Sharp parce que contrairement aux autres ouvrages de tricot que je peux réaliser où j'utilise un kit Knit Pro d'aiguilles en bois que jusqu'à présent j'aimais beaucoup, mais mes goûts commencent à changer depuis quelques mois. Pour les chaussettes, j'ai besoin de quelque chose qui soit vraiment très pointu. Et comme leur nom l'indique très bien, Sharp, c'est pointu. Alors après, faites attention parce que ça peut faire mal au bout des doigts si vous avez tendance à vouloir pousser l'aiguille avec le bout du doigt. Mais voilà, moi, ce sont mes aiguilles préférées. Il y a une technique d'ailleurs que je ne vous avais pas montrée, mais qui existe aussi, qui est de tricoter, au lieu de faire du Magic Loop, en fait, vous avez deux aiguilles circulaires, 80. Une dans un sens, enfin une sur la moitié des mailles et l'autre sur l'autre moitié des mailles. J'avais testé une fois et j'avais pas trouvé ça fabuleux, du coup je vous ai jamais rien montré avec, mais c'est une autre façon d'utiliser ce type d'aiguille pour faire des chaussettes. Ensuite, on a les toutes petites aiguilles. Alors celles-ci, elles sont 23 cm.
Alors moi je peux pas utiliser ça, c'est-à-dire que je les ai utilisés en entier sur les 2 chaussettes pour lesquelles je vous ai tourné une vidéo où je vous montre l'utilisation de ces trucs, mais ça m'a fait des crampes à l'intérieur de la main, mais juste une catastrophe. Enfin, c'est vraiment... Moi ça me convient pas du tout, alors que je connais des personnes qui adorent et qui trouvent ça pratique parce que contrairement au Magic Loop, bah, vous n'avez jamais besoin de changer de côté, vous êtes toujours à tricoter, tac tac tac, ça avance tout seul. Moi ça ne marche pas. Par contre, ce qui me convient mieux, c'est ce type-là d'aiguille. Donc c'est aussi des 23, mais si vous regardez bien, il y a un côté qui est plus grand que l'autre. C'est Ricardo, Canary Lotus, qui m'a ramené ces petites aiguilles du Japon. Et là, je vous avoue que je les ai utilisées pour tricoter des guêtres. Et j'ai pas du tout eu de crampes à l'intérieur de la main. Le seul truc, c'est que je trouve pas ça hyper confortable, mais par contre, le fait qu'il y ait une aiguille plus longue que l'autre, je n'ai jamais eu mal à l'intérieur de la main. Donc à tester si vous êtes fan des petites aiguilles, mais que vous avez aussi, comme moi, tendance à avoir des crampes, peut-être que ça vous conviendrait mieux. Et la marque, par contre, c'est une marque, je crois qu'on trouve qu'au Japon, qui s'appelle Sea Knit. Voilà, c'est ça. Donc à voir. Mais je me demande si Yaya, ils en font peut-être pas aussi, qui sont... Enfin, je pense qu'il y a d'autres marques qu'on doit trouver en France qui ont ce principe-là. Donc voilà, ça c'est les différents types d'aiguilles pour tricoter les chaussettes et bah, c'est celle que je préfère. Et voilà, épisode terminé. J'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas dans les commentaires à partager votre avis sur les différents points qui ont pu être abordés. Et j'aimerais juste savoir un truc, s'il y en a certains d'entre vous qui ont tricoté le Cozy Hubby, que ce soit, parce qu'il existe en version femme aussi, hein, donc, pour vous ou pour votre père, pour votre mec, pour votre frère, pour je sais pas qui, enfin si vous l'avez tricoté, j'aimerais juste savoir si vous avez eu la poisse autant que moi et combien de temps vous avez mis pour le tricoter, parce que autant le flax pour mon père, j'ai eu l'impression de tricoter mais genre comme ça, donc certes le fil était plus gros, mais alors celui-là, je sais pas mais je m'en sors pas du tout quoi, donc n'hésitez pas à me raconter. Pareil pour les autres sujets, enfin n'hésitez pas à commenter, j'adore lire vos réponses et communiquer avec vous par ce biais parce que bah, je trouve que j'apprends plein de choses et c'est cool. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.